Cet après-midi, je vous raconte celui qui a appliqué la devise de sa famille « Jusqu'où ne monterait-il pas ?» Et il est monté haut jusqu'à l'excès. C'est animé par la même ambition qu'il s'est fait amateur d'art et collectionneur d'œuvres, jusqu'à l'excès. Ou la véritable histoire de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. Quelles œuvres composaient la collection de Nicolas Fouquet? Quelles ont été les raisons de son grand collectionnisme? Où peut-on aujourd'hui admirer les œuvres que possédait le surintendant de Louis XIV? Nous sommes au printemps 1661 à Vaux-le-Vicomte. De son impressionnant jardin à la française, Nicolas Fouquet admire l'œuvre qui vient tout juste d'être achevée. Après 20 années d'intenses travaux et derrière ses admirables étendues d'eau, derrière ses haies parfaitement ciselées, son château s'offre dans toute sa splendeur. Sous un rayon de lumière, la façade de pierre blanche se dresse dans une impeccable symétrie classique. Tout autour, les jardins déroulent à perte de vue leurs suites irréprochables de parterres fleuris, de pelouses coupées au cordeau et d'arbustes alignés dans une immuable perspective. Au murmure des fontaines, le jardin déploie ses merveilles et la nature tout entière se plie aux règles du classicisme français. Entre les murs du château, les enfilades de pièces richement ornées n'ont rien à envier à cet écrin de verdure. Sur les murs, les plafonds, les sols, c'est aussi un déferlement de richesses, peintures, sculptures, mobilier orné se répondent en un concert des plus harmonieux. Pour ce faire, Fouquet a engagé les artistes les plus éclatants du royaume. André Le Nôtre, Louis Le Vau, Charles Lebrun, et ont travaillé de concert pendant de longues années avant même de réaliser Versailles. De la vieille forteresse médiévale acquise par Fouquet 20 ans plus tôt, ils en ont fait un chef-d'œuvre unique. Et pour mettre à jour ce joyau, le surintendant des finances, sous le règne de Louis XIV, n'a pas hésité à faire raser un village, abattre un bois ou encore détourner le cours d'une rivière. L'église et les hameaux de Vaux, ses vignes et ses moulins n'ont pas constitué un obstacle infranchissable pour les 900 ouvriers qui ont travaillé sans relâche au dessein de l'homme qui savait ce qu'il voulait. Et pour cause. Fouquet ne pouvait pas construire meilleur écrin pour la magnifique collection d'œuvres d'art qu'il a rassemblées. Ramenées d'Italie, la plupart de ses toiles sont nées sous la main des peintres les plus prestigieux du moment, et le surintendant se complaît à les savoir bien en place dans les plus belles pièces du château. Fouquet ne s'y trompe pas. Il vient de réaliser là un chef-d'œuvre du classicisme que les années ni les siècles n'oublieront, un chef-d'œuvre à faire pâlir de jalousie les plus grands du royaume, et même le roi qui s'est déplacé en personne pour admirer les prouesses de son surintendant. Au fait de sa puissance, Fouquet exulte, mais il ne se doute pas qu'il vient ici de précipiter sa chute. La demeure paisible et majestueuse de Vaux-le-Vicomte qu'occupe désormais Nicolas Fouquet contraste avec la bruyante maison qu'il a vue naître, rue de la Verrerie dans le centre de Paris, le 27 janvier 1615. Situé sur l'axe principal de circulation de la capitale, le foyer de la famille Fouquet résonne nuit et jour du passage des coches et des charrettes sur les pavés de l'étroite ruelle. C'est pourtant une maison cossue, acquise par François Fouquet, alors proche conseiller de Richelieu. Le père de Nicolas s'est en effet hissé par de bons et loyaux services à la monarchie au rang de conseiller d'État. Mais il était surtout un ardent collectionneur qui a laissé en héritage à son fils le goût du savoir. Car un fort attrait pour la connaissance et les sciences anime Nicolas Fouquet dès son plus jeune âge. Il faut dire que ses études chez les jésuites n'ont fait qu'encourager son penchant naturel. Dès qu'il rentre du collège, le jeune écolier passe ainsi des heures à contempler les vitrines de son père, à fureter dans son cabinet de curiosité et à fouiller sa bibliothèque, qui est l'une des plus riches de la capitale. À l'école, il est donc un élève brillant, rapidement remarqué par ses maîtres. Cependant, pour se soumettre à la volonté paternelle en tant que deuxième garçon de la famille, il entre dans les ordres. À 16 ans, Fouquet reçoit donc la tonsure et devient trésorier de l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Mais derrière les hauts murs de l'abbaye, Nicolas s'ennuie. Il n'est encore qu'un adolescent et son esprit indépendant ne s'accommode pas aux dures règles des hommes d'église. Bon, en clair, il n'a pas la vocation. Fouquet sait rapidement en convaincre l'autorité paternelle et obtient de quitter le séminaire pour s'inscrire à la Sorbonne où il étudie le droit. Une fois sa licence obtenue, il reçoit la charge de conseiller au Parlement de Metz, acheté par son père.
5 ans plus tard, il devient maître des requêtes. Il n'a que 21 ans, mais il obtient une dérogation qui lui permet d'exercer la charge avant d'avoir atteint l'âge requis. Ainsi, encore dans la fleur de l'âge, Nicolas Fouquet reçoit l'un des offices les plus prestigieux du gouvernement royal et prête serment dans les mains du chancelier de France, Pierre Séguier. Oui, celui-là même qui, 29 ans plus tard, va requérir contre lui la peine de mort. Mais pour l'heure, et à l'ombre de la figure tutélaire de Richelieu qui veille sur le clan Fouquet, l'irrésistible ascension de Nicolas se poursuit. Sa fortune s'accroît au début de l'année 1640 par son mariage avec Louise Fourchet, une jeune fille d'une bonne famille bretonne qui lui apporte en dot pas moins de 160 000 livres et un important lot de terre. Un mariage, hélas, de courte durée, puisque Louise s'éteint l'année suivante sans avoir eu le temps de célébrer son 22e anniversaire. En 1644, Nicolas Fouquet s'approche quant à lui des 30 ans. Il est encore désigné comme intendant du Dauphiné, c'est-à-dire chargé d'y appliquer et de représenter la volonté royale. C'est dans cette terre mise à mal par les rigueurs de l'hiver et une fiscalité écrasante qu'il commet son premier faux pas. En octobre, en effet, l'intendant quitte Grenoble où il exerce sa charge pour rendre visite à son frère François Fouquet qui vient d'être nommé évêque à Agde dans le Midi et participer aux cérémonies qui accompagnent sa nomination. Mais en son absence, une émeute éclate dans son département. Dans les villages révoltés du Dauphiné, on s'insurge contre la fiscalité toujours plus pesante et l'on brûle les registres des taxes. Du Languedoc, où il célèbre l'intronisation de son frère aîné, Nicolas ronge le frein de son imprudence. Ses ennemis ne se font pas prier pour répandre la nouvelle de son absence qu'ils dénoncent comme une fuite. Une fuite dont l'écho parvient jusqu'aux oreilles du chancelier Pierre Séguier et pire de la régente Anne d'Autriche. Avant même d'être jugé, l'imprudent est démis de ses fonctions. Mais le sort lui donne aussitôt une occasion de rachat. Alors qu'il quitte Grenoble, les épaules basses, plein de remords, Fouquet apprend qu'une émeute conduite par des femmes excédées par le prix du blé et le poids des impôts vient d'éclater à Valence. Un vent de révolte gronde et risque de se propager dans toute la région. Valence est sur sa route et Mazarin, le principal ministre de Louis XIV qui gouverne le royaume avec Anne d'Autriche, en attendant la majorité du roi, est donc loin. Fouquet comprend aussitôt qu'il doit saisir sa chance. Il se met en marche et part à la rencontre des émeutières. Dès qu'il a gagné Valence, il s'adresse directement aux révoltés. D'une voix calme et forte, il parvient à apaiser les foules et à rétablir le calme. Son sang-froid est rapidement connu de Mazarin, qui lui restitue sa charge et l'envoie même en mission, en Catalogne. En 1651, 10 ans après la mort de sa première épouse, Fouquet épouse la fille d'un riche financier, Marie-Madeleine de Castille, qui lui apporte là encore une dot importante, mais surtout un cercle précieux de relations dans la noblesse parisienne. Jusqu'où ne montra-t-il pas ? C'était la devise de la famille Fouquet, et le jeune Nicolas ne pouvait alors pas mieux s'y conformer. Il faut dire qu'il s'est tiré parti des événements. Quand la fronde éclate, Fouquet reste fidèle à la couronne et lutte sans relâche pour servir le roi. Mais sa fidélité paye et lui vaut la charge de surintendant des finances qu'il reçoit des mains du roi désormais au pouvoir en février 1653. Il n'est pas seul toutefois à recevoir cet honneur. Pour limiter le pouvoir donné par une charge si capitale pour le fonctionnement du royaume, Louis XIV nomme 2 surintendants. Fouquet partage donc son office avec un diplomate, Abel Servien. La charge est prestigieuse mais bien délicate car le royaume engagé dans un long conflit avec l'Espagne engloutit des sommes toujours plus importantes et les caisses se vident mais jamais ne se remplissent. Heureusement, le nouveau surintendant ne manque pas d'habileté. Grâce à son sens de la négociation, Fouquet sait se faire des amis parmi les riches financiers et parvient à les convaincre de prêter de l'argent à la couronne. Devant les prêteurs, Fouquet sait montrer patte blanche, il s'applique à dorer son image et cultive le prestige et la puissance grâce à la fortune que sa charge lui offre. Qui refuserait un prêt à celui qui possède, en plus d'une splendide demeure à Paris, un magnifique château à Saint-Mandé rempli de meubles précieux décorés d'étoiles et des statues les plus délicates et dont les soirées sont désormais célèbres. En effet,
Le surintendant a acquis et aménagé un admirable domaine niché dans un écrin de verdure. C'est un petit coin de paradis à quelques kilomètres de la capitale où Fouquet peut se retirer sans se couper tout à fait de la cour. Là-bas, le surintendant s'établit comme un prince bâtisseur. Aux 2 bâtiments existants, il fait ajouter des ailes et des corps de logis et commande l'édification d'une chapelle. Peu à peu, l'ancienne bâtisse se mue en une magnifique propriété s'ouvrant sur 6 cours intérieures entourées d'un vaste parc planté de quelques 200 orangers. Mais la prudence est de mise pour ce domaine situé à quelques pas seulement du château de Vincennes qui abrite le roi et sa cour. Attention, les bâtiments édifiés sur le domaine de Saint-Mandé ne doivent pas atteindre plus d'un étage, de crainte d'attenter à la gloire du monarque. Dans les murs de cette basse demeure, toutefois, une luxueuse bibliothèque n'abrite pas moins de 27 000 ouvrages et la galerie qui y mène renferme 59 bustes et une impressionnante collection de tableaux fournis par les plus grands maîtres. Car en même temps qu'il est devenu surintendant, Nicolas Fouquet s'est fait collectionneur d'art et de peinture en particulier. Oui, s'il est d'abord un homme de savoir, davantage porté sur la science ou encore l'art d'utiliser les plantes que lui a transmis sa mère, Fouquet doit affirmer sa richesse et son rang, qui passe chez les grands par l'exposition de toiles des grands artistes de son temps. Ses œuvres d'apparat, c'est en Italie qu'il les lui faut trouver. Retenu à Paris par son office, il charge son frère, l'abbé Louis Fouquet, de lui dénicher à Rome les plus belles affaires. Pour aiguiller ses choix et ne pas tomber dans les pièges tendus par les innombrables faussaires qui profitent alors de l'important marché, l'abbé Fouquet se fait aider par un artiste de renom bien en place en Italie, Nicolas Poussin. En retour de son aide au surintendant, l'artiste obtient de faire pénétrer ses œuvres auprès du roi et acquiert ainsi de nouveaux clients. Fouquet veut du grand, du spectaculaire, et commande à son frère des tableaux de large dimension aux sujets historiques et antiques. Il a jeté son dévolu sur les peintres de la fin de la Renaissance italienne, les Vénitiens Véronèse, Bellini et Tintoret, les artistes des écoles romaines, toscanes, lombardes et bolonaises, comme Carracci et Barocci, dont il acquiert des scènes de tableaux religieux. Pendant 2 ans, à partir du mois de juin 1655, le frère de Fouquet s'applique à s'intégrer dans les cercles d'artistes et de collectionneurs italiens pour s'en faire des amis et négocier leurs œuvres au meilleur prix. La tâche n'est pas aisée, car la ville éternelle regorge alors de collectionneurs avisés et fortunés, et les œuvres d'art se vendent à des prix exorbitants. Si bien qu'après 2 mois passés dans la cité romaine, Louis Fouquet reste bredouille. C'est l'œuvre d'un siècle que de trouver une bonne emplette à faire, se plaint-il à Nicolas. Puisque les tableaux manquent, il se tourne vers les statues moins prisées en ces temps-là. Mais il se heurte alors aux autorités vaticanes qui s'inquiètent de voir Rome déposséder peu à peu de ces œuvres que des collectionneurs disséminent dans toute l'Europe. Le Vatican a donc placé la ville sous haute surveillance aux grandes dames du frère de Fouquet, freiné dans son entreprise d'acquisition. Il faut dire que le surintendant persiste et redouble ses demandes auprès de son émissaire, car il a désormais une autre demeure à décorer, et pas des moindres. Car Saint-Mandé n'est qu'un coup d'essai pour Nicolas Fouquet, toujours soucieux de son image. Comme ses prédécesseurs, l'homme est bien résolu à inscrire sa gloire et sa mémoire dans la pierre en se faisant bâtisseur. 15 ans plus tôt, alors qu'il n'était pas encore surintendant, Nicolas avait jeté son dévolu sur une terre seigneuriale de Brie et son modeste manoir qu'il avait fini par acquérir au début de l'année 1641. À l'abri des regards royaux, la seigneurie de Vaux allait devenir son terrain de jeu. En quelques années, il fait sortir de terre l'un des plus impressionnants châteaux que le royaume n'a porté jusqu'alors. Les admirables jardins, les beaux appartements de Saint-Mandé ne sont qu'une pâle esquisse de ce qu'on peut alors admirer à Vaux, comme je l'évoquais en ouverture de mon récit. Là encore, Fouquet se tourne vers l'Italie et ses grands maîtres pour orner les hauts murs des salons et les galeries interminables de son nouveau château. Mais à Rome, les collectionneurs sont toujours plus nombreux et les tableaux manquent toujours cruellement. Le chanoine poète Maucroix, que Fouquet envoie en Italie en 1661 pour succéder à son frère et lui procurer des œuvres de la ville éternelle, n'a pas moins de difficultés à y faire des affaires. Si les œuvres sont très prisées et chères, le surintendant est quant à lui réticent à débourser les sommes faramineuses demandées pour leur acquisition. Devant les exigences du commanditaire et des vendeurs,
Maucroix doit ruser et trouve alors une idée. Il se présente à Rome sous un faux nom pour tenter d'intégrer l'élite de la société romaine. Fouquet aussi est prêt à tout pour parvenir à ses fins et emprunte le nom d'un collectionneur réputé en Italie pour négocier à distance avec les marchands, les artistes italiens. Il se résout aussi à commander directement des tableaux aux peintres, comme à Mignard ou Poussin. Aussi parvient-il finalement à faire venir d'Italie plusieurs cargaisons d'œuvres, statues, tableaux et mobiliers de toutes sortes lui sont expédiés par bateau jusqu'à Marseille ou Saint-Malo. Reste plus qu'ensuite à les faire transiter jusque chez lui à Vaud. Car oui, la plupart sont destinés à Vaud et participent à ce déferlement de richesses voulu par le surintendant pour sa plus grande gloire. Et son plus grand malheur aussi. Car Fouquet, trop fier de son chef-d'œuvre, a le malheur de vouloir en faire la publicité à la cour qu'il convie à une réception spectaculaire. Ce soir du 17 août 1661, les personnalités les plus éclatantes du royaume, parmi lesquelles évidemment au premier chef le roi Louis XIV et sa mère, la reine Anne d'Autriche, déambulent dans le parc sous un concert de fontaines cascades. Rien de comparable à Vaud, comptera plus tard l'un des convives. 100 jets d'eau de plus de 35 pieds de hauteur de chaque côté faisaient qu'on marchait dans une allée comme entre deux murs d'eau. Pour séduire ses invités, Fouquet n'a rien négligé. 80 tables et une trentaine de buffets ont été dressés pour l'occasion. De Saint-Mandé et de son hôtel parisien d'Emery, le surintendant a fait venir meubles et vaisselle de grand prix pour séduire ses convives. Et après un somptueux souper, Fouquet fait donner par Molière la première d'une de ses comédies. La scène a pour décor les crins de verdure ciselés par le brun et admirablement décrit par La Fontaine dans ses vers. De feuillage touffu, la scène était parée et de cent flambeaux éclairés. Et pour couronner tant de merveilles, un feu d'artifice vient clore la représentation. Déchirant la nuit, un éclatant bouquet final éclaire une dernière fois aux yeux des convives le jardin merveilleux. Abasourdis par tant de splendeur, les invités se quittent après une dernière collation accompagnés par un orchestre de près de 30 violons. Nicolas Fouquet vient de réussir son entreprise de séduction et partout, l'on s'exclame qu'on n'a jamais vu chose pareille. Louis XIV lui-même est sidéré par tant de faste et ne peut retenir son étonnement. Ce qu'il vient de voir dépasse l'entendement, et à vrai dire les limites du raisonnable aussi. Car le roi Soleil, auquel était dédiée la réception, n'a pas passé une très bonne soirée. Alors que les finances du royaume font défaut et que les maisons royales sont vides, cet insolent intendant reçoit dans la plus haute magnificence. Louis XIV se sent humilié par cet étalage de richesse et de puissance. Exaspéré, il se tourne vers sa mère. « Ah, madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là » En réalité, la rancœur du roi envers Fouquet ne date pas d'hier, pas de la fête de Vaux-le-Vicomte. Depuis quelque temps déjà, Louis XIV a pris ses distances avec ce conseiller qu'il a pourtant conservé comme l'un de ses 3 ministres à la mort de Mazarin quelques mois plus tôt, en mars 1661. Il surveille de près ce vaniteux qui, il l'a appris par son ennemi Colbert, a fortifié Belle-Île pour se prémunir de la foudre royale. Ainsi, alors que Fouquet s'appliquait à donner une fête pour séduire le roi, il était déjà tombé en disgrâce. Et si Louis XIV avait pris la décision 2 mois plus tôt de révoquer et d'arrêter son ministre, la fête de Vaud n'a fait que précipiter et aggraver sa chute. Dans le plus grand secret, en effet, Louis XIV a déjà préparé l'arrestation de son ministre. Sous prétexte de discuter avec les États provinciaux de Bretagne, il se rend à Nantes accompagné de ses ministres, parmi lesquels le surintendant. Et il charge D'Artagnan de l'arrestation. Le matin du 5 septembre, le roi convoque Fouquet pour un entretien ordinaire. D'Artagnan l'attend, en réalité à la sortie de la chambre du monarque. Mais ironie du sort, le mousquetaire qui surveille avec attention l'enceinte du château de Nantes ne voit pas sortir le surintendant qui est monté dans une chaise à porteur pour se rendre à la messe. Pris par surprise, D'Artagnan est obligé de rattraper Fouquet et le retrouve toujours dans sa chaise à porteur près de la cathédrale. Cette fois, c'est fait. La nouvelle de l'arrestation du surintendant est aussitôt portée au roi qui a déjà mis en branle un plan étudié de longue date.
Il a déjà fait partir un émissaire pour mettre sous scellé les demeures de Fouquet, saisir ses papiers et ses archives. Les œuvres d'art qui constituent l'immense collection de Fouquet sont finalement saisies par les officiers de justice du roi, mais devant les œuvres transportées dans les collections royales, Louis XIV déchante rapidement. Une partie du butin a été pillée avant que ses gardes ne s'emparent du trésor, et les nombreux créanciers de Fouquet réclament leur part. Aussi se voit-il contraint de racheter les œuvres pour rembourser les dettes de son prisonnier. Fouquet est finalement jugé 6 mois après son arrestation. Le roi se montre intraitable car les papiers découverts chez lui révèlent un plan élaboré par le surintendant qui avait prévu son arrestation. Et l'enquête qui a suivi a mis à jour les moyens peu honorables dont il s'était servi pour procurer de l'argent à l'État. Fouquet clame son innocence, montre qu'il n'a fait qu'imiter Mazarin dans ses pratiques et qu'il a toujours agi au service de l'État. Mais il ne parvient pas à infléchir la fureur royale. Après 3 longues années de procès, Louis XIV condamne finalement Nicolas Fouquet à la prison perpétuelle, comme pour effacer la mémoire du trop vaniteux surintendant qui avait construit le premier Versailles du grand siècle en l'ornant des plus belles œuvres. Europe 1, historiquement vôtre. Clara Thérault, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La disgrâce de l'ambitieux surintendant des finances du roi, Nicolas Fouquet, lui a-t-elle porté préjudice dans l'histoire ? A-t-on oublié qu'il a été l'un des plus grands collectionneurs du XVIIe siècle ? Alors, on n'a pas oublié le rapport de Fouquet avec les arts. En 1905 paraît d'ailleurs un ouvrage intitulé « Fouquet, protecteur des lettres, des arts et des sciences ». Mais plus encore, je dirais qu'on a fait un mythe de ce rapport du surintendant avec les arts. Fouquet, par exemple, découvreur des talents de Lebrun, de Levaux ou encore de Lenôtre. Saint-Mandé a disparu, mais demeure Vaux-le-Vicomte pour finalement incarner dans les récits ce rapport passionné de Fouquet avec les arts. Vaux-le-Vicomte qui aurait finalement catalysé la jalousie de Louis XIV et qui aurait précipité la chute du surintendant. Concernant plus précisément la collection, le mythe s'est une fois encore mêlé à la réalité. Fouquet étant accusé d'avoir dilapidé la fortune de l'État, il ne pouvait dans les esprits qu'être attiré par la collection, laquelle incarnerait parfaitement son avidité. On lit ainsi que Fouquet possédait une collection absolument immense avec des biens les plus précieux, mais dans ces mêmes récits, les œuvres sont rarement mentionnées et pour cause, si Fouquet avait une très belle collection, celle-ci n'était pas à la mesure d'autres contemporains comme Mazarin par exemple. Je dirais donc, pour répondre à votre question, que Fouquet n'a pas été oublié en tant que collectionneur, mais que la nature de son collectionnisme, en raison des mythes attachés au personnage, a été déformée. Clara Thérault, vous êtes l'auteur du livre « La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, la construction des apparences », votre mémoire qui a reçu en 2015 le prix de l'association de l'École du Louvre et qui est aujourd'hui publié. Vous avez reconstitué la collection d'œuvres d'art du surintendant. Comment vous avez procédé ? On avait beaucoup écrit sur Nicolas Fouquet, mais finalement assez peu sur sa collection. Quelques tentatives de reconstitution avaient pu être conduites, mais jamais de façon exhaustive. Alors d'ordinaire, quand on travaille sur les collections, le document essentiel, c'est l'inventaire après décès, qui permet d'offrir un panorama relativement exhaustif de ce que possède le défunt à sa mort. Faute d'une telle pièce d'archives pour Fouquet, qui est mort à Pignerol après la dispersion de ses biens, il a fallu réunir des informations autrement et sur les 4 temps qui composent la collection. Le temps de la formation, principalement documenté, vous l'avez dit, par les lettres de Louis Fouquet qu'il adresse à son frère à Rome, où il est missionné pour acquérir des œuvres d'art. Le temps de l'arrestation, lors duquel des inventaires des biens sont dressés, mais ceux-ci sont parfois, hélas, fragmentaires et pas toujours conservés. Il manque ainsi l'inventaire général des biens de Saint-Mandé qui aurait été extrêmement précieux. Le temps ensuite de la dispersion, à travers les ventes des biens du surintendant, surtout documenté d'ailleurs à travers les achats conduits par le roi,
Et enfin, le temps de l'après-Fouquet, en exploitant les inventaires après décès des membres de sa famille et des catalogues de vente plus tardifs dans lesquels on trouve encore des mentions des biens qui auraient appartenu à Nicolas Fouquet. C'est conditionnel ou on n'est jamais sûr on n'est jamais sûr parce que la provenance Fouquet a pu parfois servir le vendeur pour faire monter la cote, si je puis dire, de l'œuvre qu'il possédait. D'ailleurs, aux archives s'ajoutent des œuvres qui parfois ne sont pas toujours documentées dans les pièces, mais qui présentent des rapports évidents avec le surintendant. Je pense par exemple au portrait de Lebrun, qui représente Fouquet et qui a vaut le vicomte, ou encore à un tableau du même artiste qui représente le sommeil de l'enfant Jésus et qui associe dans la scène de façon très surprenante un écureuil qui est le symbole du surintendant. Fouquet, évidemment. Dans cet ouvrage, vous faites un état des lieux de la collection de Fouquet. Il y a bien sûr de nombreux tableaux, mais pas seulement, pas uniquement. Quel type d'œuvre d'art contient-elle également ? Alors, vous l'avez très bien dit, il y a effectivement des tableaux, mais pas uniquement. Alors, c'est tout l'enjeu de la collection, car moi, quand j'ai débuté mes recherches, et en tant qu'historienne de l'art spécialisée dans la peinture, j'ai voulu en premier lieu reconstituer la collection de tableaux avant de prendre conscience qu'un tel ensemble n'existait pas en tant que collection autonome. Fouquet acquérait en effet de façon beaucoup plus large des œuvres d'art et il possédait, outre une centaine de tableaux, environ 250 sculptures et autant de tapisseries. On peut également, ça me semblait pertinent, questionner la valeur que Fouquet portait à cet ensemble. Avait-il réuni des œuvres avec la démarche d'un collectionneur ou pour le décor de ses maisons ? Vaux constituait-il l'écrin de sa collection ou la collection devait-elle mettre en valeur Vaux le vicomte ? Toute la difficulté a été de s'interroger sur le sens que revêtait une collection au XVIIe siècle en général, et pour Fouquet en particulier. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le recul de mes recherches, Fouquet a été un magistral maître d'ouvrage, il a exercé un très grand patronage artistique, mais il n'était pas un grand collectionneur d'art en tant que tel. Nicolas Fouquet était quand même un collectionneur de livres, parce que sa bibliothèque est l'une des plus riches de l'époque, dont il avait hérité en partie de celle de son père, mais quel type d'ouvrage composait cette bibliothèque ? Vous avez parlé des sciences aussi, peut-être qu'il s'intéressait aux sciences. Tout à fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui a été dite à propos de Fouquet par l'un des commissaires du roi après l'arrestation, au moment où il visite Saint-Mandé. Il dit que Fouquet est un omnium curiositatum explorateur, c'est-à-dire un explorateur de toutes les curiosités. Et en effet, la bibliothèque de Saint-Mandé, avec ses 27 000 volumes, ce qui est absolument colossal, révèle pleinement cet esprit humaniste, encyclopédique, avec des ouvrages qui touchent à tous les domaines et à tous les savoirs. Il y avait des volumes de médecine, de théologie, de littérature, d'histoire antique et moderne, de philosophie, de géographie, de mathématiques, etc., etc. Contrairement aux arts, Fouquet était un bibliophile passionné et averti. Il s'est d'ailleurs personnellement investi dans la constitution de sa bibliothèque. Il achète des ensembles à très grand prix, alors que parfois les acquisitions d'œuvres d'art obéissent à davantage de raisons. Il les hiérarchise et preuve que sa démarche n'est pas alimentée par le paraître. Il se soucie peu de la qualité des reliures, qui sont souvent en veau, alors que les reliures les plus précieuses peuvent être en maroquin ou en velin. Ce goût pour la bibliophilie est véritablement un goût personnel, et vous l'avez dit, un goût qu'il hérite de son père, qui possédait lui aussi avec 15 000 ouvrages l'une des plus grandes bibliothèques de Paris, et aussi un goût hérité de son éducation au collège jésuite de Clermont. Mais un mot quand même, Claire Héthéro, sur les goûts artistiques de cette époque, et peut-être voir de quelle manière la collection de Fouquet reflétait les goûts artistiques de l'époque. C'était plutôt la peinture italienne qu'on aimait dans cette deuxième partie du XVIIe siècle. Oui, alors, autant la bibliothèque de Nicolas Fouquet révèle pleinement les goûts de l'homme,
autant sa collection d'œuvres d'art révèle pleinement le goût du siècle. Fouquet n'est pas un grand connaisseur d'art et on le voit d'ailleurs dans la correspondance qu'il entretient avec son frère Louis lorsqu'il l'envoie à Rome pour acheter des œuvres. Il le guide très peu dans sa recherche et lui demande tout au plus de privilégier des tableaux bons et originaux de grands peintres morts et pour la sculpture de privilégier l'antique. Pour le reste, Fouquet s'en remet pleinement à Louis, qui lui-même, il le dit lui-même, n'est pas un grand connaisseur et va chercher les conseils de Nicolas Poussin pour acquérir ce qui se fait alors de mieux et de plus à la mode. En sculpture, nous avons dit qu'il s'agissait de l'antique et pour les peintures, en effet, les choix se tournent vers des peintres italiens de la seconde Renaissance ou du début du XVIIe siècle. Plutôt des peintres qui, plutôt des compositions qui d'ailleurs s'orientent vers des sujets d'histoire, de la peinture mythologique ou religieuse. Pour les peintres français, Fouquet va choisir des valeurs sûres, c'est-à-dire Lebrun et Poussin. Il en résulte donc un ensemble de tableaux qui est certes prestigieux par les grands noms qui le composent, mais qui n'est pas du tout audacieux au regard du goût en vogue. Et on a souvent d'ailleurs trop distingué Fouquet en tant qu'original, et c'est la même dynamique qui préside au chantier de Vaux. Fouquet va privilégier des artistes qui sont déjà reconnus. Lebrun, par exemple, a déjà travaillé pour sa très bonne amie, Madame du Plessis-Bellière. Il a également travaillé pour Séguier ou pour d'autres financiers, comme le banquier Yabar. Levaux avait à son actif de nombreux hôtels parisiens. Il avait aussi travaillé pour Abel Servien à Meudon. Et le nôtre, quant à lui, il n'est pas moins que contrôleur général des bâtiments et des jardins du roi. Et il avait également déjà travaillé pour Gaston, frère de Louis XIII. Clara Thérault, dans votre livre « La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, la construction des apparences », vous écrivez que les acquisitions de Nicolas Fouquet répondent à un devoir de richesse lié à sa charge de surintendant des finances. C'est-à-dire que pour inspirer la confiance auprès des prêteurs, il fallait pouvoir montrer qu'on avait du ressort, c'est ça ? C'est exactement ça. L'inventaire après décès dressé à la mort de sa première épouse, Louise Fourchet, en 1943, prouve qu'à cette date, Fouquet ne possède absolument aucune œuvre d'art. Les beaux-arts ne l'intéressent qu'à partir du moment où débute sa fulgurante ascension, c'est-à-dire après la Fronde et plus précisément encore quand il devient surintendant des finances en 1653. Comme vous l'avez dit, cela tient à un devoir de richesse lié à sa charge, dans un contexte où la monarchie, sans cesse menacée de banqueroute, doit trouver les fonds nécessaires à la bonne marche du royaume auprès de financiers. Sauf que les financiers ne veulent pas prêter à une royauté impécunieuse et par une déformation de ses fonctions, c'est le surintendant qui va jouer le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est à lui que les financiers vont prêter les sommes nécessaires et c'est le surintendant qui en retour va prêter ses fonds à la monarchie. En prenant sa part au passage. Alors, nous sommes en effet dans un système où les finances personnelles de Fouquet se mêlent, en effet, le crédit de Fouquet se mêle, comme vous le dites très bien, à celui de la monarchie. Mais ce qui est important, c'est que pour que Fouquet s'assure de la confiance des prêteurs, il doit se parer de tous les signes extérieurs de richesse, et vous l'avez très bien dit lors de votre récit. Et c'est pour prouver cette solvabilité qu'il va aussi construire de somptueuses maisons et acquérir un mobilier et une collection réputée. D'ailleurs, il le dira pendant son procès, les dépenses de l'État n'eussent pu être faites, ni les deniers fournis à temps, si l'apparence de mon bien, la dépense, l'éclat ne m'en eussent donné le crédit. Mais donc, le collectionniste de Nicolas Fouquet n'est pas celui d'un homme qui est passionné par les beaux-arts, mais plutôt d'un homme en quête de légitimité sociale, en fait. Mais c'est peut-être le cas des grands personnages de cette époque. Tout à fait. Fouquet ne peut de surcroît, à la différence de ses prédécesseurs, s'inscrire dans une réelle généalogie politique. Saint-Simon l'a d'ailleurs souligné avec son fiel habituel. Il est de naissance plébéienne et sa famille n'a été que récemment anoblie.
Quand il devient surintendant des finances, Fouquet se trouve catapulté dans les plus hautes sphères de l'État et va, par conséquent, tout mettre en œuvre pour adopter les codes et les usages de ceux qu'il va fréquenter. Alors, comme tout grand ministre, il va marquer sa réussite par l'acquisition d'un domaine dans la périphérie parisienne, comme l'a fait René de Longueuil à Maisons-Laffitte, Abel Servien à Meudon, et comme le fera plus tard d'ailleurs Colbert à Sceaux. L'acquisition d'œuvres d'art répond donc à un enjeu semblable, puisqu'il appartient à un grand prince, pour citer un contemporain de Fouquet, de manifester qu'il aime les arts et de faire toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que de temps en temps, je ne sais pas, Nicolas Fouquet faisait un cadeau d'une œuvre d'art, il faisait des dons ou... Oui, tout à fait, puisque Nicolas Fouquet, en cela, imite une pratique que Mazarin avait lui-même beaucoup développée, utiliser des œuvres d'art à des fins courtisanes, diplomatiques, pour favoriser le rapprochement ou la protection des puissants. C'est dans ce but qu'il va acquérir pour Mazarin une très prestigieuse collection, celle du banquier allemand Evrard Jabach, et c'est dans le même but que lorsque Maucroix part à Rome, il va lui demander d'acquérir des œuvres d'art pour faire des petits présents de temps en temps au roi et aux reines. Alors, on le sait, la disgrâce de Fouquet va disperser ses œuvres, mais Clara Thérault, où se trouvent-elles aujourd'hui les principales œuvres de la collection Fouquet ? Certaines ont été perdues, j'imagine, mais d'autres, vous les avez retrouvées ? Alors, il faut revenir à la dispersion des biens du surintendant pour bien comprendre le sort des œuvres. En 1664, la sentence du procès va exiger la saisie en faveur de la couronne de tous les biens de Nicolas Fouquet. Fouquet vivait à crédit, il était alors couvert de dettes, et face aux pressions des financiers qui veulent récupérer leur liquidité, Louis XIV va être contraint de céder et d'organiser la vente des biens du surintendant. Certains biens vont demeurer toutefois dans la famille, essentiellement des biens considérés comme immeubles, c'est-à-dire qui ne peuvent être déplacés, des tableaux par exemple encastrés dans des boiseries ou encore les sculptures les plus imposantes. Mais pour le reste, meubles, livres, œuvres d'art, argenterie sont dispersés entre une multitude d'acquéreurs et l'on en perd souvent la trace. Ironie du sort, on doit finalement aux acquisitions de Louis XIV la survivance des pièces majeures de la collection, puisque des collections royales, celles-ci sont ensuite passées aux collections nationales. Le jeune Louis XIV, qui d'ailleurs était encouragé par Colbert à s'intéresser aux œuvres d'art, va ainsi acquérir les plus belles peintures de Fouquet, de Véronèse par exemple, qui sont aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Rennes et de Lyon, qui représentent respectivement David et Bethsabée et Persée et Andromède, de Poussin, une sainte famille dite en largeur, et les Israélites recueillant la manne au désert, qui sont deux chefs-d'œuvre de l'artiste aujourd'hui au Louvre. Mais le roi va également acquérir de façon plus large des tableaux de Bassano, de Jules Romain, l'illustre élève de Raphaël, de Bruegel ou de Lambert Sustris. Le roi va encore acquérir nombre d'œuvres d'art et notamment beaucoup de tapisseries qui, pour certaines, sont encore conservées au mobilier national, qui héritent finalement du garde-meuble royal. Concernant les sculptures, l'un des plus importants achats conduits par Louis XIV est celui de 11 termes qui avait été exécuté d'après le dessin de Poussin et que Louis XIV acquiert assez tard, en 1683, auprès de la famille de Nicolas Fouquet. Et ces termes sont aujourd'hui présentés dans les jardins de Versailles. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Clara Thérault, la collection de Nicolas Fouquet se rassemble à Vaux-le-Vicomte, où ça paraît tout à fait incongru? On ne pourra jamais restituer précisément la collection de Nicolas Fouquet dans son lieu d'origine. Des œuvres, vous l'avez dit, ont disparu, d'autres n'ont pas été identifiées ou sont dans des musées, parfois à l'autre bout du monde. Le château, par ailleurs, tout en étant très attaché à l'histoire de Fouquet, doit prendre en compte l'histoire de Fouquet après Fouquet, et celle de ses propriétaires successifs, les Villars, les Choiseul-Praslin, les Sommier-Vauguier.
Et finalement, Fouquet n'a occupé le château de Le Vau que quelques mois sur une histoire de presque 4 siècles. Alors, j'ai néanmoins une chance, celle de travailler au Mobilier National qui hérite de la collection de tapisseries de Louis XIV. Et parmi elles, nous avons encore 2 tentures qui appartenaient à Fouquet et que le roi avait acquis après son arrestation. Les Actes des Apôtres et l'histoire de Vulcain. Cette dernière tenture, je vous le disais en introduction, était la pièce la plus chère des collections de Nicolas Fouquet. Elle se trouvait de surcroît dans la chambre des Muses, la chambre d'apparat du surintendant, l'une des pièces les plus merveilleuses du château. Elle bénéficiait d'un tel succès à l'époque qu'elle avait été décrite par La Fontaine dans Le Songe de Vaux. Alors nous œuvrons actuellement avec les propriétaires de Vaux-le-Vicomte pour présenter ces pièces de tapisserie dans leur lieu d'origine et ainsi retrouver pour quelques mois un état de la pièce plus proche qu'il l'a été depuis 350 ans de ce que Fouquet a imaginé et de ce que Louis XIV a pu admirer. C'est ce qu'a fait déjà le Mobilier National en remettant dans les décors d'un certain nombre de châteaux en France le mobilier dont il avait la charge. La difficulté étant qu'il s'agit ici d'un musée ou d'un château musée privé. Absolument, ce qui est plus facile dans un musée national. Merci beaucoup Clara Thérault. Merci à vous de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. Je rappelle que votre ouvrage, La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, la construction des apparences, paraît demain, une coédition RMN Grand Palais et École du Louvre. Je rappelle votre ouvrage, La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, la construction des apparences, une coédition RMN Grand Palais et École du Louvre. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.